Alors, le prochain problème, c'est un problème d'un moteur DC. C'est un petit moteur DC, mais avec un aimant permanent. C'est-à-dire que l'inducteur, c'est pas une bobine, c'est un aimant permanent. Donc, la particularité d'avoir un aimant permanent, c'est que le flux va être constant. Donc, on ne peut pas changer la vitesse avec le flux, puisque le flux, il est constant. Et ce moteur-là, il a une résistance d'armature. La résistance d'armature, c'est-à-dire la résistance de l'induit, qui vaut 4,6 ohms, avec une tension d'alimentation ES égale à 5 volts. Le moteur atteint une vitesse de 11 210 RPM à vide, et le courant d'armature toujours à vide, il vaut 12,5 mA. C'est vraiment un petit moteur. Alors, la première question, c'est de calculer ce qu'on appelle la constante du couple. Je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi la constante du couple. Alors, allons-y pour le schéma. Toujours un schéma ne fera que du bien. Donc, ça, c'est l'inducteur qui est un élément permanent. Le flux, il est constant, vous voyez ici. Alors, l'inducteur, tu as la résistance de l'induit, la résistance de l'induit. Et tu as la force contre-électromotrice qui vont être, l'induit va être alimenté par la tension de la source qui vaut 5 volts. Il va fournir donc le courant I-source qui est en fait IA. IA et I-source, c'est la même chose. Donc, commençons par la loi de May ici. Donc, si vous écrivez la loi de May, vous allez avoir E0 plus RA fois IA moins ES égale à 0. Ça va être ma première équation avec ES égale à 5 volts et la résistance RA égale à 4,6. Alors, toujours dans l'énoncé, on vous dit la vitesse N, c'est 11 210 RPM, et ça, c'est à vide. Encore une autre fois à vide, IS et IA égale à 12,5 mA. On cherche la constante du couple, qui est Km. Alors, je sais que E0, c'est Ka fois le flux fois oméga. Alors, Ka fois le flux, c'est ce qu'on appelle la constante du couple. Pourquoi? Parce que Ka est une constante, et dans ce cas-là précis, le flux, il est constant. Donc, ça veut dire que Ka fois le flux, c'est la constante du couple. Km fois oméga. Alors, ce que je vais essayer de faire, bien sûr, pour calculer E0, puisque j'ai déjà une vitesse ici à vide, donc je vais calculer E0 à vide. Ici, j'ai N à vide, donc j'ai oméga à vide, donc je peux calculer le Km, si je connais bien sûr E0. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette équation-là d'abord pour calculer E0 à vide. Alors, j'ai la RA, j'ai le courant à vide, j'ai ES, donc je peux calculer E0 facilement. Donc, vous voyez ici, à vide, E0 égale à 5 volts, moins 4,6 fois 12,5 mA égale 4,94. En plus, la vitesse, N égale à 11 210 RPM, donc oméga est égal à 2 puissance 60 fois N. Alors, si vous calculez ça en radians par seconde, ça donne 1173,9 radians par seconde. Et à partir de cette équation-là ici, je peux calculer la constante du couple qui est Km. Donc, Km égale à E0 sur oméga. E0, je viens de le calculer ici, c'est 94. Et je viens de calculer oméga à vide ici, qui est 1173,9. Donc, ça donne une constante de couple qui vaut 4,21. 10 à la puissance moins 3 volts par radian par seconde. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors, calculer les pertes rotationnelles à vide. Alors, bien sûr, pour calculer les pertes rotationnelles, je vais me servir de ce schéma-là. Les pertes rotationnelles, ils sont là. Mais à vide. Je sais qu'à vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge mécanique. S'il n'y a pas de charge mécanique, ça veut dire que le couple utile, il est nul. Si le couple utile est nul, ça veut dire que la puissance utile, il est nul. Et par conséquent, toute la puissance mécanique, il va être perdue en termes de, c'est sans les pertes rotationnelles. Donc, perte rotationnelle dans ce cas-là est égale à la puissance mécanique. Et avec ça, je peux calculer les pertes rotationnelles, puisque j'ai tout ce qu'il faut à vide. Donc, les pertes rotationnelles, c'est PM moins PU, mais je sais qu'à vide, la puissance utile est en nul, puisqu'il n'y a pas de charge mécanique. Donc, le couple utile, il est nul. Donc, PL égale à PM égale à E0 fois IA. Alors, j'ai E0, j'ai IA. Le E0, c'est 4,94. Le courant IA à vide, c'est 12 mA. Donc, les pertes rotationnelles, c'est 61,8 milliwatts. C'est vraiment, le moteur, il est relativement faible. Donc, voilà pour ce qui est de cette question B concernant la deuxième question qui est les pertes rotationnelles à vide. Maintenant, calculer le courant d'armature et le couple, mais ça, c'est au démarrage. Alors, au démarrage, je dois calculer IA et je dois calculer le couple au démarrage. Le IA ainsi que le couple au démarrage. Alors, ce que j'ai ici, j'ai déjà la première équation E0 plus RA fois IA moins ES égale à 0. Donc, je sais que IA égale à ES moins E0 sur RA. Mais ça, c'est de façon générale. En particulier, c'est-à-dire au démarrage, la vitesse est nulle. Donc, E0, il est nul. Donc, la vitesse étant nulle, donc E0, il est nul. Donc, le IAD, c'est-à-dire le courant IA au démarrage, c'est ES sur RA. À partir de cette équation-là, c'est ES sur RA. Donc, ça donne quand même 1,09 ampères. C'est un courant qui est très, très élevé. Bien sûr, pour ce petit
de ce petit manteau. Donc si on fait rien, si on fait circuler ce courant-là dans ce manteau-là, c'est sûr et certain que l'induit, il va être complètement détruit. Le couple au démarrage, c'est toujours Ka fois le flux fois IAD. Je sais très bien que ça c'est quoi? Ça c'est la constante Kn, la constante du couple qu'on a déjà calculée. Et on a déjà le courant IA au démarrage ici que je viens de calculer, donc je peux calculer le couple au démarrage qui est égal à 4,21 10 à la puissance moins 3, donc ça c'est K1. Et le 1,09, ça c'est le courant au démarrage, donc ça donne un couple 4,58 10 à la puissance moins 3 Newton-mètre. Donc voilà pour ce qui est de la troisième question. Quatrième question, en assumant que les pertes rotationnelles varient avec le cube de la vitesse de rotation. Donc ça, c'est une hypothèse que je vais utiliser. Calculer la vitesse de rotation de ce moteur lorsqu'il livre une puissance mécanique utile de 1 watt. Donc j'ai deux informations très importantes. C'est que les pertes rotationnelles varient au rythme du cube de la vitesse, n'est-ce pas? Et la puissance mécanique que je vais obtenir, la puissance utile, c'est 1 watt. Donc à ce moment-là, je dois calculer la vitesse. Alors je vais voir quelles sont les équations qui régissent donc justement ce mode de fonctionnement-là. On va chercher déjà une première équation qui est l'équation de la loi de Maille, que je vais conserver, bien sûr, que je vais utiliser. Donc, ici, dans la question D, je dois absolument déterminer toutes les équations qui sont mises en jeu pour les besoins de ce circuit-là. Et l'objectif, c'est de calculer N et calculer oméga. Calculer la vitesse N et calculer la vitesse oméga à partir de ce mode de fonctionnement, sachant que le moteur, je veux qu'il livre 1 watt en sortie. Puis, bien sûr, à une charge qui est... Alors, allons-y donc pour la correction de la question D. Alors, comme je vous ai dit, on va essayer d'aller chercher les équations qui représentent un peu ce mode de fonctionnement pour la question D. Alors, déjà, les pertes rotationnelles que j'ai appelées ici P-rot, je peux les appeler aussi comme on l'avait fait dans le cours, mais moi, juste pour les spécifier, j'appelle ça P-rot, perte rotationnelle, égale à, donc ils sont proportionnels, vous voyez, à la vitesse au cube. Et je cherche la vitesse pour que la puissance de sortie ici, le P-out, qui est la puissance utile, soit égale à 1 watt. Donc le P-out, c'est la puissance utile, c'est pas la puissance mécanique. Je corrige ça ici. P-out, c'est la puissance utile. Ou on peut l'appeler la PMC, pas pour un PM, PMC, c'est-à-dire puissance mécanique transmise à la charge, ou la puissance utile, c'est la même chose, c'est 1 watt. Alors, je sais qu'à l'entrée, la puissance d'entrée, qui est une puissance électrique ici, ça c'est la puissance électrique, n'est-ce pas? La puissance électrique, c'est Pin, c'est la puissance de sortie plus la somme de toutes les pertes. Alors, bien sûr, ici, donc le Pin qui est ES fois IA, c'est 1 watt, puisque la puissance de sortie, c'est 1 watt, plus les pertes joules, plus les pertes rotationnelles. Si vous revenez au cours, ici, vous allez voir que ici, dans les rendements, ici, alors la puissance de sortie, la puissance d'entrée, c'est les pertes joules, plus les pertes rotationnelles, plus la puissance utile ici. Donc ça c'est P-in, ça c'est P-out. Perte joule, perte rotationnelle. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici comme équation. Et c'est ce que je vais utiliser ici. Donc ES fois IA, bah, le ES je l'ai, mais le IA je ne l'ai pas. Donc ça c'est une inconnue. Vous voyez ici les inconnus, 5 volts, fois IA qui est inconnu, ça je l'ai. Ça, la résistance RA, je l'ai. Le IA, je ne l'ai pas. Le alpha, je ne l'ai pas. La vitesse, je ne l'ai pas. Donc, vous voyez combien d'inconnus j'ai? J'ai 1, 2, 3. Déjà, cette première équation, j'en ai 3 inconnus. Ensuite, à partir, ça, c'est en fait, c'est la loi de May à l'entrée que j'avais déjà établie. C'est-à-dire que E0 plus RA fois IA moins ES égale à 0. Donc, le courant IA, c'est ES moins E0 sur RA. Donc, ça, c'est 5. Moins E0, ça on vient d'ajouter une quatrième inconnue ici. Donc à partir de la deuxième équation, c'est vrai, j'ai trouvé le lien entre IA, mais en fonction de I0, et je viens d'ajouter une autre inconnue ici. Donc il faut que j'ajoute minimum 2 autres équations. La troisième équation, en fait, c'est le E0. Le E0 est égal à la constante du couple que j'ai déjà calculé fois la vitesse oméga. Ça va être une troisième équation, mais je viens d'ajouter le oméga aussi, qui est une cinquième inconnue. Ensuite, j'ai déjà je vais utiliser le fait que les pertes rotationnelles, cette équation-là, parce que j'ai pas de valeur. J'ai une équation, mais j'ai pas de valeur. Mais je peux calculer les pertes rotationnelles. On l'a déjà fait, pardon.
On a déjà calculé les pertes rotationnelles pour A vide. Et j'ai déjà la vitesse A vide. Donc, je peux ajouter une équation juste avec ça, avec les valeurs A vide. Donc, c'est pour ça qu'ici, je trouve les pertes rotationnelles A vide pour une vitesse n égale à 11 210 RPM. Donc, je dois juste calculer le oméga qu'on a déjà fait. C'est 2 puissance 60 fois 11 210 au cube. Donc, ça, c'est l'équation numéro 4. L'équation numéro 5, c'est l'équation qui lie bien sûr la vitesse oméga à n. Oméga est égal à 2 puissance 60 fois n. On peut l'ajouter, c'est juste pour calculer la vitesse n en oméga. Alors, si vous prenez toutes ces équations-là, regardons d'abord le nombre d'inconnus. Alors, j'ai dit IA, alpha, oméga, ça fait 3. Ça fait 4. Et ça fait 5. Et là, j'ai 5 équations. 5 équations. En fait, j'en ai besoin d'une autre équation. C'est le lien qui existe entre la puissance mécanique, E0 et IA. La puissance mécanique, ce sont les pertes. On peut l'ajouter, la puissance mécanique. On peut ajouter une équation supplémentaire si on en a besoin. La puissance mécanique égale à E0 fois IA. C'est aussi la puissance d'entrée moins les pertes joules. La puissance d'entrée, c'est ES fois IA égale à tout simplement égale à la puissance mécanique qui est E0 fois IA moins les pertes joules qui est R A, c'est-à-dire 4.6 fois IA au carré. Donc ça, on peut l'ajouter, mais si on fait le solde de ces 5 équations-là, voilà ce que je trouve. Je trouve deux vitesses d'abord. Je trouve une petite vitesse ici, qui correspond à 2760 RPM. Et je trouve une grande vitesse ici, qui est 887 radians par seconde ou 8473.7 RPM. Et puis dans la foulée, je calcule aussi dans le solde, je trouve aussi le IA pour la petite vitesse et la grande vitesse, le E0. Bien sûr, le alpha, c'est la même chose, parce que c'est une constante. Donc voilà pour ce qui est de cette équation-là, on vous demande de calculer la vitesse. Alors ici, pour avoir 1 watt, on peut faire fonctionner la machine à deux vitesses différentes. Bien sûr, la question qui est la plus logique, c'est quelle est la meilleure vitesse? Est-ce que celle-là et celle-là? Autrement dit, si j'ai à fournir 1 watt, est-ce que je vais faire tourner mon moteur avec cette vitesse-là ou cette vitesse-là? Vous allez voir que pour répondre à cette question-là, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est que il faut savoir que les machines électriques, les moteurs électriques, et les machines électriques de façon générale sont des machines qui vont vous fournir toujours le meilleur rendement lorsque la vitesse atteint la vitesse nominale. Et il faut savoir que, comment je vais savoir quelle est la vitesse nominale? C'est avec la vitesse à vide. À vide, j'ai 11 210 à peu près. Donc la vitesse nominale, il ne va pas être égale à 11 000, mais il va être pas très proche, mais il va être dans ces ordres-là. Donc si tu compares les deux vitesses ici, 2760 et 8473, pardon, vous voyez que cette vitesse-là, elle est beaucoup plus proche à 11 000 qu'à celle-là. Donc, il est clair que, sans faire de calcul, on va le prouver d'ailleurs, que pour faire fonctionner votre moteur pour fournir le 1 watt, il faut le faire fonctionner à cette vitesse-là parce que c'est là où vous allez avoir le meilleur rendement. Alors, justement, la dernière question, on vous demande de calculer ce rendement-là. La question suivante, la question E, on vous demande de calculer le rendement. Le rendement, on peut le calculer avec Pout sur Pin. Le Pout, c'est le couple utile fois oméga, mais j'ai déjà le Pout, c'est 1 watt. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. Donc, j'ai le 1 watt. Le ES ici, le PI, c'est ES fois IA. Alors, je peux calculer directement le rendement. Le rendement qui est égal à quoi? Ça va être égal à tout simplement 1 watt, parce que ça, je l'ai sur le PI qui est ES fois IA. ES fois IS et ES, et n'oublie pas, le ES fois le courant IA. Puisque IS, c'est IA. On l'a vu déjà dans le schéma. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le IA qui correspond. Alors, pour celui-là et pour celui-là, on a deux courants différents. Alors, on va calculer pour le premier cas, c'est-à-dire pour 0,882, on peut le faire. Donc, on va tout simplement prendre ça comme calcul. Donc, j'ai 1 watt sur 5 volts fois le premier, c'est-à-dire le premier courant qui est 0,8223, 8223, pardon, 8223, 0.8223. Donc, ça va me donner ce rendement-là qui est 0.24 ou 24.3%. Ou je peux le faire avec l'autre courant. Ça, c'est pour la petite vitesse. Pour la grande vitesse, je crois que le courant, c'est... On peut le voir. Pardon, c'est pas ici. On peut le voir ici. Alors, vous voyez, pour la grande vitesse, c'est 0.2748. 2748, ici. 2748. Alors 0.2748, ça donne
un rendement qui est beaucoup meilleur que celui-là. Bien sûr, c'est pas le meilleur rendement pour cette machine-là, mais quand même 72,7% versus 24%. Donc, vous voyez que le rendement ici, il est beaucoup plus intéressant que ici. On peut faire aussi le bilan de toutes les puissances, si je veux, toutes les pertes dans le circuit, je peux le faire aussi pour calculer le rendement. Ça se fait aussi. On peut le faire, mais on n'a pas besoin de faire tout le détail, mais juste pour avoir une idée aussi de toutes les puissances mises en jeu, vous voyez ici. Alors, on peut, donc ça c'est la puissance mécanique, n'oubliez pas. Ça c'est pas le PA, c'est ça c'est vraiment la puissance mécanique. Donc ça c'est le couple fois la vitesse. Alors ça c'est la puissance mécanique. Il faut enlever bien sûr les petites pertes là, la puissance mécanique. Donc on peut faire ça aussi. Alors le couple du pas c'est K1 fois IA, ça c'est la puissance mécanique et il faut ajouter une colonne ici pour calculer les pertes rotationnelles. Les pertes rotationnelles, pourquoi on a besoin des pertes rotationnelles? Parce que si vous voulez la puissance utile, c'est la puissance mécanique. Puissance mécanique, moins les pertes rotationnelles que j'ai appelées PROT. On peut calculer bien sûr pour chaque cas, puisqu'il est proportionnel au cube de la vitesse. Et j'ai le alpha. Le alpha, je l'ai déjà calculé ici. Les pertes rotationnelles, vous voyez ici. Pertes rotationnelles, c'est alpha fois oméga. Donc pour chaque oméga ici, je vais calculer les pertes rotationnelles. Et en calculant les pertes rotationnelles, je calcule la puissance utile. Et si j'ai la puissance utile, j'ai le rendement. Le S fois IS, c'est fois IA, c'est ça. Ça, c'est les deux vitesses. Ça, c'est la puissance mécanique. On calcule ici les puissances pertes rotationnelles, on calcule les rendements. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce que le rendement est aussi simple que 1 watt qu'on cherche en puissance utile sur la tension de la source qui est 5 volts fois le courant IA qui va changer dépendamment est-ce qu'on a la petite vitesse ou la grande vitesse. Donc, je viens de vous le montrer ici, juste avec des équations qui sont relativement simples, à savoir que ça, c'est le rendement pour la petite vitesse, qui vaut 24%, et ça, c'est le rendement pour la grande vitesse, qui vaut 72 à peu près 0,7%. Donc, ça veut dire que ça, c'est meilleur que celui-là, donc il vaudrait mieux faire fonctionner la machine, mais à grande vitesse et non pas à petite vitesse. Donc, voilà pour ce qui est de ce dernier problème-là, de cette série-là de problèmes sur les moteurs DC. Alors, le dernier moteur qu'on verra dans le cadre de ce cours-là, c'est le moteur universel. Moteur universel, on va voir d'où ça provient ce nom-là, le moteur universel. Alors, je vais juste rappeler deux petites choses là pour le moteur, un moteur DC. Si vous prenez un moteur DC quelconque, on va prendre un petit moteur ici, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'induit. Je vais prendre un petit schéma ici. Donc ça c'est l'induit. Si je l'alimente avec un courant, comme ça. Donc ça c'est l'induit. Ça c'est les palets. Et ça c'est l'inducteur. Voilà, ça c'est un moteur shunt. Donc ça c'est plus. Et ça c'est moins. Donc si vous faites le plus en haut, moins en bas, ça veut dire le courant IS il est là, le courant IA est vers le bas, et le courant IX est vers le bas. Donc ça c'est l'induit, l'inducteur pardon, et ça c'est l'induit. J'avais dit que pour inverser le sens de rotation d'un moteur, ça lui il tourne, n'est-ce pas? Pour inverser le sens de rotation d'un moteur, il faut changer le sens du courant soit dans l'induit, IA, soit dans l'inducteur IX, mais pas les deux. C'est-à-dire, si on change le sens du courant IA dans l'induit tout seul, et on garde le X vers le bas, le moteur il va tourner dans l'autre sens. Et si on maintient le IA et on change le X dans l'autre sens, le moteur il va changer de sens. Donc il faut changer le sens du courant soit dans l'induit, soit dans l'inducteur, mais pas les deux. C'est pour ça que si je prends cette source-là et je l'inverse, je vais faire une rotation, voilà, pivotée de 180 degrés comme ça, vous allez voir que ce moteur-là, le courant il n'est plus dans ce sens-là, mais il va être plutôt dans l'autre sens. Le courant IA, il va circuler comme ça, et le IX aussi comme ça. Dans ce cas-là, on a inversé le sens de rotation dans l'induit et dans l'inducteur en même temps. Ça veut dire que le moteur il va continuer toujours à tourner dans le même sens. Donc c'est pour ça que si je prends la source au complet et je l'inverse, le moteur il va continuer toujours à tourner dans le sens. Alors maintenant, si je prends cette source-là, et je la remplace par une source qui est sinusoïdale.
C'est-à-dire que c'est un moteur à courant continu, mais la source est sinusoïdale. Un courant sinusoïdal, ça change de sens avec une fréquence de 60 Hz 60 fois par seconde. Ça veut dire que, mais le courant, il va circuler toujours dans le même sens. C'est-à-dire, à un instant donné, il va être comme ça. L'autre instant, il va être vers le haut. Mais les deux. C'est-à-dire, si je mets une source sinusoïdale, ben, le moteur, il va continuer à tourner dans le même sens. Alors, c'est pour ça que on peut utiliser un moteur DC, soit en DC, soit en AC. C'est pour ça qu'on parle d'un moteur qui est universel. Bien sûr, le moteur universel, c'est un moteur DC qui a été modifié légèrement. C'est juste des petits détails pour lequel on va l'utiliser à la fois en DC et en AC, et on peut l'utiliser à la fois en courant continu qu'en courant alternatif. C'est pour ça qu'on parle de quoi? On parle d'un moteur universel. Pourquoi on parle d'un moteur universel? Parce qu'on peut le faire circuler, fonctionner aussi bien en DC qu'en AC. Alors, la plupart du temps, c'était un moteur série, mais on peut utiliser aussi un moteur shunt. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Si on ferait l'expérience avec un moteur shunt, ben, ça va marcher. Mais comme j'ai dit, la plupart du temps, c'était un moteur série monophasé. Il est identique au moteur série à courant continu, à l'exception de quelques petites modifications du circuit magnétique, qui doit être bien sûr lamelé, peut fonctionner indifféremment en continu ou en alternatif. Bien sûr, il ne va pas offrir les mêmes caractéristiques que le moteur DC. Parce que le moteur DC, tout est constant. Le couple, il est constant. La vitesse, il n'est pas constante. Mais le couple, la puissance mécanique, elle est constante. Le couple, ça a une valeur donnée du couple, il est constant. Il fluctue pas. Alors que pour le moteur universel, lorsqu'il est alimenté avec une source AC, ben, le moteur, vous voyez, le couple ici, il est pulsé. Alors, IA, ici, c'est la valeur efficace, mais la vraie valeur du couple, étant donné que le courant IA, il est pulsé, donc, vous voyez ici, le couple aussi, il est pulsé. Alors, le courant IA, il va être sinusoïdal, mais donc, c'est pour ça que le flux, il va être sinusoïdal, et le couple va être pulsé. Mais il y a une valeur moyenne du couple, si vous voulez. Une valeur moyenne du couple. Donc, la valeur moyenne du couple, elle est constante, mais le couple réel, c'est-à-dire instantané, il n'est pas constant. On dit que le couple, il est pulsé. Mais pour le type d'application pour lesquelles on utilise le moteur, la plupart de ces applications-là, on n'a pas besoin d'avoir un couple qui est vraiment constant. On peut utiliser un couple pulsé sans aucun problème. Et c'est une des raisons d'être justement de ce moteur-là, c'est que il y a des endroits où on n'a pas du DC. On n'a pas du DC, par exemple, chez nous. Dans toutes les machines outils qu'on utilise, des perceuses avec un fil, les malaxeurs, toutes sortes de malaxeurs chez nous, c'est des moteurs, universels. C'est pas des moteurs monophasés. On va voir les moteurs monophasés, quelle est la différence entre les deux, mais celui-là, c'est un moteur qui est universel. En plus, les principales caractéristiques aussi, les principales caractéristiques en termes de couple, le AC est moindre que le DC. Bien sûr, le couple en DC est beaucoup plus intéressant. Alors ça, c'est globalement les principales caractéristiques de ce moteur-là. Bien sûr, comme je vous ai dit, les principales performances du moteur AC sont moindres que le DC en termes de valeur, mais en termes aussi de qualité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise un moteur DC, la plupart du temps, c'est pour avoir des performances qui sont les plus stables possibles. Par exemple, en termes de puissance mécanique, si vous utilisez un moteur DC que vous alimentez en AC, la puissance mécanique n'est pas constante. La valeur moyenne de cette puissance elle est constante, mais la puissance mécanique comme telle elle n'est pas constante. Donc ça c'est globalement ce qu'on peut dire pour un moteur donc universel. Je reviendrai un peu plus loin lorsqu'on parlera de moteurs spéciaux. Je reviendrai probablement souffler quelques mots sur les performances de ce moteur-là, mais un peu plus loin dans la session, dans ce qui reste de la session. Alors, pour le moteur ADC, il est achevé avec ce que je viens de dire. Donc, ce qui termine ce chapitre-là sur le moteur DC. Alors, il y a quelques informations que je vais ajouter lorsque je vais parler beaucoup plus de moteurs spéciaux. Je vais revenir un peu plus loin dans ce qui reste de cette session.